Alors, on va démarrer pour la première partie. Donc, à chaque fois, hein, dans cette émission, on démarre par un petit dossier, enfin, focus sur un seul sujet, avec notamment un plus gros article en général. Et ensuite, on voit les news. Donc, au niveau des news, il y a eu pas mal de faits de diversité. Mm. Euh, mais il y a aussi eu quelques news à l'étranger. Et enfin, attention, à l'étranger, il y en a plein. Et quelques nouvelles. Un peu du Wokistan aussi. En tout cas, il y a eu cette petite nouvelle qui est sortie. J'ai pas lu exactement, ça va être en rapport avec l'article, donc je vais quand même commencer par cette news-là, mais il y a plusieurs choses qui sont reliées à ça, donc ça va être intéressant. Ça fera un beau petit dossier par rapport au Danemark, qui va défrayer la chronique. Je suis même tombé sur un article de Libération. Attendez, on va mettre le titre, parce que bah, j'ai pas trop envie de les lire, mais bon. Juste pour voir le titre, quoi. Donc, c'est toute la gauche danoise qui gère bien son immigration et donc qui est en train de donner l'exemple en Europe, ce qui va faire un petit changement. Notamment qu'en plus, il y a la loi immigration qui va démarrer en fait au gouvernement. Donc, ils font immigration et retraite en même temps, histoire de mettre la France à feu. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, le titre de l'article de l'IB. Ah, je leur fais de la pub. Ceux-là, il faut pas trop les suivre, hein, parce que j'ai dit qu'il faut suivre les médias. Enfin, c'est pas les suivre, vous pouvez aller lire, il faut lire. Le... Connais ton adversaire, c'est bien ça. Mais par contre, il faut pas leur donner d'argent, ils en ont déjà assez avec les aides. Le billet de Thomas Legrand, du Danemark à la France, le mauvais combo social-démocratie et nationalisme gagne du terrain. Oh, ça donne encore plus envie de savoir. Ok, donc il y a eu une nouvelle qui est sortie, c'est que le nombre, donc le titre d'un article là, sur F de Souche, le nombre de migrants qui ont tenté d'entrer illégalement dans l'UE en 2022 a augmenté de 64% par rapport à 2021. Juste un truc de fou. Syriens, Afghans et Tunisiens représentent la moitié des entrées. En 6 ans, il n'y avait jamais eu autant de réfugiés à tenter de venir dans l'Union européenne de façon illégale. Le nombre d'entrées irrégulières a augmenté de 64% en 2022 par rapport à 2021, indique Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'Union, ce vendredi. Les ressortissants syriens, afghans et tunisiens représentent la moitié des entrées. Le nombre de personnes qui tentent de pénétrer les frontières de l'Union européenne de façon illégale n'avait jamais été aussi élevé depuis 6 ans. En 2022, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union a augmenté de 64% par rapport à l'année précédente, un niveau jamais atteint depuis 2016, a annoncé ce vendredi l'Agence européenne de surveillance des frontières Frontex. Selon l'agence, 330 000 entrées irrégulières ont été enregistrées en 2022. Putain, mais c'est énorme. Putain, c'est giga gros. Putain, c'est trop. Le nombre de ressortissants syriens concernés a pratiquement doublé à 94 000 à 94 000 à 94 000. Il s'agit de la deuxième année consécutive avec une forte augmentation du nombre d'entrées irrégulières, a déclaré Frontex dans un communiqué ajoutant que les Syriens, les Afghans et les Tunisiens représentaient ensemble 47% des entrées régulières. Mais je sais pas, c'est bizarre, Frontex ils ont les infos mais ils font rien quoi, c'est ça? Ça prouve encore que l'Europe sert à rien. Ouais, c'est quand même un truc de fou. Ils ont les chiffres presque exacts. L'agence indique aussi que 45% des réfugiés sont arrivés par la route des Balkans occidentaux. Elle a compté 145 600 passages enregistrés, une hausse de 136% par rapport à l'année précédente. La route de la Méditerranée centrale, deuxième la plus empruntée, a vu le nombre de passagers dépasser 100 000, soit une hausse de 50%. Ok, bon, donc ça s'annonce hardcore, hein, qu'il va falloir gérer ça et que ça va ne faire que s'amplifier. Donc si on réagit pas, c'est la submersion totale. Là, c'est déjà que c'était complètement dingue. Là, on était à 2 millions tous les 5 ans, avec des gens qui repartent pas et tout ça. Euh, Comme on avait vu pendant la campagne, hein, il y a eu beaucoup les chiffres qui ont tourné. Et donc il va falloir réagir. Réagir. Et donc il y a le Danemark. Putain, c'est fort là, attendez, je vais baisser. Non, c'est moi dans mon oreille. Bon, il y a le Danemark en fait qui est en train de montrer l'exemple de ce qu'il faut faire. Et donc ça fait un peu paniquer tout le monde, hein, au côté à gauche et tout ça, je pense. Ça a l'air dégueulasse.
On verra. De toute façon, j'enregistre la vidéo et je vous remettrai plus tard. Donc, il y a la gauche qui réagit frontalement à ça parce que ça doit leur faire peur. De notre côté, ça va commencer. Et donc, il y a eu, moi, ce que je vais vous lire ce matin, c'est donc un rapport de la Fondation Jean Jaurès qui, voilà, nous donne beaucoup d'infos sur ce qu'a fait le Danemark. Donc, on va lire ça. Ça prend un peu de temps, mais ça va être stylé parce qu'on va avoir plein d'infos. Et donc, cette Fondation Jean Jaurès, le titre du rapport, c'est ambitieux sur les retraites, ferme sur l'immigration, le modèle social-démocrate danois, 2016-2022. Europe. Renaud Large, le nom de celui qui a écrit le rapport, j'imagine qu'il l'a pas fait tout seul. Donc c'est parti pour ce rapport assez conséquent. Alors que la France ouvre un débat sur la réforme des retraites, des pays européens font des choix différents, et parmi eux le Danemark. Renaud Large analyse la manière dont les sociodémocrates danois ont fait de la préservation de l'État-providence le corollaire de positions fermes sur l'immigration, une spécificité par rapport aux autres gauches européennes. Ah, j'aurais dû reprendre de l'eau, putain. Alors, je suis pas inscrit sur la map monde. Il n'y a pas de pays. Si tu le veux, prends le mien. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français. C'est quoi ça? En 2000, le groupe de rock alternatif Les Têtes Raides chante aux côtés de Noir Désir un hymne en faveur de l'accueil inconditionnel des immigrés, quelques années après l'occupation de l'église Saint-Bernard par des sans-papiers. La chanson symbolise la pensée de gauche depuis plusieurs décennies. Les entraves à la liberté de circulation des hommes, particulièrement ceux qui vivent dans un pays pauvre, sont vécues comme autant d'entailles au contrat humaniste français. Le 2 décembre 2022, le député insoumis Louis Boyard interpelle le ministre de l'Intérieur sur Twitter sur la situation inhumaine de 342 migrants mineurs vivant sous un pont à Ivry-sur-Seine. À gauche, on juge que le contrôle des frontières, surtout s'il vise à réduire les flux de population entrant illégalement dans l'Hexagone, est le cache-sexe du nationalisme et de la xénophobie. Des ordres sombres, noirs. La présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, explique en réagissant à l'accueil du navire Ocean Viking transportant des migrants: chaque fois qu'un sujet dur en matière de politique intérieure émerge, vous avez l'extrême droite, aidée par le porte-flingue d'Emmanuel Macron sur les terres d'extrême droite. Monsieur Darmanin, qui ne cesse d'agiter la peur. On peut comprendre cet état d'esprit. Après 20 ans de matraquage et de montée en puissance de l'extrême droite sur le thème de l'immigration, le sujet devient radioactif pour toute personne qui lutte avec sincérité contre la peste brune. On est à la Fondation Jean Jaurès, hein. Oh, c'est normal. Mais c'est juste, ça va être intéressant de voir comment ça va être interprété tout ça. À gauche, on continue donc de marteler que l'accueil inconditionnel des sans-papiers constitue la seule politique humaniste envisageable. En nommant tous ces gens qui n'habitent pas du tout et qui ne connaissent pas l'université. Hein, je pense que tout le monde connaît ce genre de personnes boboisées qui ne comprend rien à ce qui se passe et qui ne comprend pas dans quelle situation ils sont en train de nous mettre, que ce soit les gens d'Afrique du Nord, d'Afrique tout court, qui sont d'une civilisation si opposée que si tu les accumules avec autant de personnes, ils vont rester dans leurs coutumes, dans leur manière de vivre, et c'est pas le rapport là que je lis, hein, c'est mon avis. Et les autochtones, en fait, qui commencent à se communautariser aussi, parce que voilà, on peut pas se faire remplacer, on peut pas subir pendant 30 ans 10 millions de personnes qui viennent, étrangères sur notre territoire, et que ça fasse pas de problème, quoi. C'est enfin bon. Donc, à gauche, on continue donc de marteler que l'accueil inconditionnel des sans-papiers constitue la seule politique humaniste envisageable. En novembre 2021, face au blocage de migrants à l'Est, la future députée EELV, Sandrine Rousseau, estime qu'il faut les accueillir. Ce sont nos valeurs européennes. D'autres préfèrent garder silence sur le fait migratoire, de peur de déclencher une polémique mortifère pour son propre camp. L'ancien ministre de l'économie, du redressement productif et numérique et candidat à la présidentielle, Arnaud Montebourg, avait fait les frais de ce débat miné à gauche en novembre 2021. Invité sur la radio RTL, il indique vouloir bloquer temporairement les transferts d'argent des particuliers vers les pays qui ne
coopèrent pas avec la France pour faire appliquer les obligations de quitter le territoire français, donc les OQTF, hein, ce qui s'est passé encore. Avec cette proposition Western Union, le candidat a essuyé des critiques quasi unanimes de la part des responsables politiques de gauche. En matière d'immigration, 3 stratégies sont donc appliquées à gauche. Premièrement, la stratégie de l'autruche consiste à s'inscrire en contre-courant des préoccupations des Français sur l'immigration. 50% des Français, dont 55% d'ouvriers et d'employés, estiment que la lutte contre l'immigration clandestine est un thème prioritaire pour les mois à venir, en sécurisant un public hostile à la fermeté en matière migratoire. Par exemple, en marge d'un meeting à Rennes, la députée insoumise Clémentine Autain rend visite à des associations et des migrants sans abri en février 2022. Elle déclare alors: il n'y a pas assez d'hébergement d'urgence ni de prise en charge de la préfecture des personnes en détresse. Ce sont des énergies associatives et citoyennes ce sont des énergies associatives et citoyennes qui font le travail de l'État et c'est ça qui ne tourne pas rond. C'est juste que c'est tellement massif que c'est très compliqué. D'autant plus qu'on est dans un climat pré-fasciste qui pèse dans le débat politique. Il faut une autre politique aujourd'hui, une politique de fraternité, comme le rappelle notre devise: liberté, égalité, fraternité. Putain, ça donne envie de gerber quand on les écoutait, quoi. Deuxièmement, la stratégie de l'esquive est mise en œuvre à gauche. Il s'agit de minimiser l'importance de l'immigration dans l'opinion publique, tout en plaidant pour le maintien du statu quo gestionnaire en la matière. Durant la campagne présidentielle, l'eurodéputé Yannick Jadot, invité du 20h22 de France 2, déclare: moi, je ne vois pas de problème avec l'immigration en France aujourd'hui. Il faut une politique migratoire européenne. C'est pas l'Europe que l'on construira, par l'Europe que l'on construira notre responsabilité, y compris en tenant nos obligations. Cette tactique implique que l'actualité globale porte davantage sur les thématiques économiques et sociales. Elle peut souvent se révéler payante puisque les doubles crises sanitaires et inflationnistes ont eu tendance à faire reculer les sujets régaliens dans les priorités des Français, au profit de la santé. Priorité 83%, en progression de 2 points sur un trimestre, ou la hausse des prix, 79% en progression de 2 points sur le trimestre. Troisièmement, la stratégie du caméléon a pu émerger à gauche avec un succès très relatif. Elle entraîne généralement un procès en droitisation de son émissaire, qui se retrouve cloué au pilori par sa famille politique. Certains responsables politiques, à l'image de Manuel Valls, représentent la vision de la droite d'immigration. Putain. Lors du grand rendez-vous européen, l'ancien Premier ministre veut appuyer sur le bouton stop en matière d'immigration. Généralement, le sujet est attrapé de manière isolée, sans le lier aux thématiques économiques et sociales pour le penser comme un corps de doctrine propre à la gauche. On reprend les mots et les concepts de l'adversaire dans une sorte de copier-coller intellectuel qui n'est pas digéré et intégré au substrat idéologique de son propre camp. En pareille circonstance, la greffe ne prend pas et elle est rejetée violemment par le corps de gauche. La social-démocratie danoise a été confrontée à la même problématique que la France et que d'ailleurs toutes les familles de gauche européennes. Mais la stratégie a été très différente. Ni celle de l'autruche, ni celle du caméléon, et encore moins celle de l'esquive. Elle a été pensée et étayée idéologiquement depuis les fondamentaux marxistes de la gauche danoise. Cet aggiornamento, qui s'est déroulé entre 2016 et 2022, n'est pas idéal, ni exportable. Il peut être jugé a posteriori comme le symptôme d'une dérive droitière au regard de l'issue des élections législatives de 2022, où les sociaux-démocrates ont fait le choix de s'allier à la droite dans une grande coalition. Néanmoins, il constitue une réponse originale à un problème que la gauche européenne en général, et française en particulier, ne parvient pas à résoudre. Il faut enfin reconnaître que le nouveau corps de doctrine de la social-démocratie danoise lui a permis de renouer avec les succès électoraux en élargissant sensiblement sa base politique en direction des catégories populaires. Nous proposons donc de suivre le raisonnement de la chronologie des faits qui ont lancé la refondation de la social-démocratie danoise. Nous essaierons ensuite de débaucher quelques renseignements pour la gauche française. Juste 2 secondes, je vais récupérer de l'eau. Bon, a priori, ça a l'air de ramer, mais sévère. Bon, en tout cas, on voit que c'est bien un truc de gauche là, mais c'est intéressant de voir de leur point de vue comment ils analysent ça, quoi. Donc déjà, on était avec Libération, donc extrême gauche, donc c'était la peste brune, et là, on voit c'est
Comment il dit ça? Constitue une réponse sur les nanana, phénomène parvient pas à résoudre. C'est où, putain? Quand ils disent ça, ouais. Il est marqué de droite, voilà. Regarde, voilà, une dérive, comme le symptôme d'une dérive droitière. Donc déjà, c'est quand même pas exactement la même chose, quoi. Enfin bon. Bon, ça va être très long là, mais bon, c'est pas grave. Donc alors, première étape, l'électrochoc de la social-démocratie danoise et sa refondation. En 2015, le Parti social-démocrate danois subit une défaite électorale. Le première ministre sortante, Elle Thorning-Schmidt, perd les élections législatives au profit du centre droit emmené par Lars Løkke Rasmussen. Je ne connaissais pas du tout ces noms. L'ensemble des forces de droite cumule 52,3% des suffrages exprimés. Le bloc de gauche surnage à 47%. 47,7% des voix grâce à un maintien relatif du Parti social-démocrate. Néanmoins, et c'est là que le fait marquant de la soirée électorale, le Parti du peuple danois, Dansk Folkeparti abrégé DF, structure politique d'extrême droite anti-immigration, recueille 21,1% des suffrages et 37 sièges au Folketing, le Parlement danois, soit 8,8 points de plus qu'en 2011, ce qui constitue son meilleur score depuis sa création en 1995. Le Parti du peuple danois constitue la principale force de droite au Parlement danois. Depuis les années 2000, le parlementarisme de ce parti entraîne son soutien à la droite gouvernementale. Par ailleurs, sa position électorale tierce, empruntant des thèmes à la gauche et à la droite, lui permet d'imposer ses enjeux dans le débat, défense du modèle social danois et contrôle ferme des frontières. Dans une campagne centrée autour des enjeux de l'immigration et de l'État-providence, l'extrême droite danoise progresse donc au sein des classes populaires et de la petite classe moyenne. L'histoire de l'immigration est ancienne au Danemark et a débuté dans les années 1960 avec l'invitation de travailleurs issus de Yougoslavie, de Turquie et du Pakistan. Face à cette tradition, le Parti du peuple danois défend une position nativiste, c'est-à-dire qu'il entend restreindre l'immigration extra-occidentale tout en assimilant les descendants d'immigrés. Donc ce qu'il faut qu'on fasse nous, quoi. En 2015, le Parti social-démocrate ne sort pas laminé des élections malgré la perte du pouvoir. Durant la campagne, la première ministre a durci son discours sur l'immigration et a observé une progression dans les intentions de vote. Elle termine la campagne à 26,3% des suffrages exprimés, demeurant le premier parti du pays. Olivier Truc, envoyé spécial du Monde à Copenhague, explique. C'est la première fois que les sociaux-démocrates jouent cette carte des étrangers de façon aussi offensive. Jusqu'ici, ils avaient plutôt été divisés en interne, mais au fil des ans, ils ont fini par adopter les vues restrictives de la droite et de l'extrême droite. Ces atermoiements ont contribué à leur défaite électorale entre 2001 et 2011, où une coalition minoritaire libérale conservatrice a gouverné le soutien de l'extrême droite au Parlement. Avec le soutien de l'extrême droite au Parlement. Ce sera un enseignement pour la reconstruction de la social-démocratie dans l'opposition. L'ancien ministre de la Justice, Mette Frederiksen, prend la tête du parti suite à la défaite aux élections législatives. Elle, qu'on surnommait dans sa jeunesse Mette la Rouge, a longtemps été la représentante de l'aile gauche du parti. Elle hérite d'un parti qui, malgré une évolution notable durant la campagne législative, a été assez libéral en matière migratoire depuis les années 80. Il l'a également été sur le plan social et économique avec un recul de la tradition défense de l'État-providence au profit d'une troisième voie social-libérale instruite de flexi-sécurité salariale. Mette Frederiksen souhaite réformer ce logiciel idéologique dont les lacunes ont été récupérées et exploitées par le Parti du peuple danois. Elle s'entoure alors d'une garde de jeunes parlementaires issus des couches populaires danoises et souvent élus pour la première fois au Folketing. Ensemble, ils vont contribuer à la refondation. Le Folketing, je crois que c'est le Parlement européen, danois, pardon. Ensemble, ils vont contribuer à la refondation idéologique du parti. Ils partagent plusieurs constats. L'opinion publique danoise souhaite ardemment la maîtrise souveraine des frontières et donc un contrôle strict des flux migratoires. Le magazine danois Mandag Morgen a analysé, aux côtés du professeur de sciences politiques de l'université d'Aalborg Jørgen Goul Ardensen, l'évolution de la perception des Danois depuis 1987. En 30 ans, l'inquiétude des Danois à l'égard de l'immigration est restée très forte, tout en diminuant tendanciellement. Elle est passée d'environ 60% en 2001 à 33% en 2019.
Cette crainte est plus forte encore au sein des catégories populaires et de la classe moyenne inférieure. D'après l'étude citée dans Mandag Morgan, le niveau d'éducation des électeurs est déterminant pour les attitudes envers les étrangers et l'immigration. Plus l'éducation est courte, plus on est sceptique, et vice-versa. L'électorat populaire n'accorde pas son suffrage à un parti pour sa couleur politique, mais pour son offre en matière de migratoire et sociale. Les sociodémocrates sont aussi légitimes que des partis de droite ou d'extrême droite pour proposer un programme de fermeté sur l'immigration. Pour les refondateurs danois, la social-démocratie n'est rien sans le soutien des catégories populaires. C'est bizarre, hein, c'est le contraire total de Mélenchon, quoi. Ou du PS, en fait. Impressionnant. Populaire. Enfin, ça, et c'est là le point le plus intéressant idéologiquement, ils estiment que l'État-providence universel est le moteur de l'égalité sociale par la redistribution des richesses qu'il opère. C'est le cœur du réacteur d'une politique de gauche. Néanmoins, pour fonctionner, l'État-providence nécessite une cohésion sociale forte. La population finance solidairement le système social en vertu d'un engagement équitable, patriote et harmonieux de l'ensemble des contributeurs et des bénéficiaires. L'intégration ratée des étrangers, c'est-à-dire le repli communautaire et les flux migratoires incontrôlés, érode cette cohésion sociale nécessaire à la permanence de l'État-providence. Les sociodémocrates danois estiment désormais que le contrôle des frontières et l'intégration des immigrés est la condition nécessaire à la préservation de l'État-providence. Les ambitions sociales d'une politique authentique de gauche ne peuvent advenir sans une fermeté sur le plan régalien, notamment en matière d'immigration. C'est juste un truc de fou, hein, c'est un truc de gauche là, qui explique ça. Là. C'est un parti de gauche et c'est une association de gauche. Donc c'est bien, on a une vraie analyse du point de vue gauchiste de ce qui est en train de se passer au Danemark. C'est là, c'est exactement ce que dit Marine Le Pen, mais bon, c'est pas grave. Enfin bon, peu importe. Alors, le visage de la refondation de la social-démocratie danoise, puis du nouveau gouvernement. Et indubitablement, Mette Frederiksen a incarné la transformation de la social-démocratie danoise, puis son retour au pouvoir. Néanmoins, l'architecte de l'Adjonarmento est l'un des députés de la jeune garde législative en 2015, Mathias Tesfaye, je pense que c'est comme ça. Son parcours symbolise le nouveau souffle du parti. Il est le fils d'un réfugié éthiopien. Il est issu d'un milieu populaire et a exercé le métier de maçon dans le bâtiment avant de se faire élire au Folketing en 2015. Il adhère au Parti social-démocrate danois en 2013. Auparavant, il a milité plus à gauche au sein du Parti communiste, de l'Alliance rouge-verte et du Parti populaire socialiste, dont il a été vice-président. Mathias Tesfaye, il n'a pas du tout un nom... Hein il a un nom, voilà... Voilà. Est issu d'une tradition marxiste. Donc Mathias Tesfaye est issu d'une tradition marxiste et a longtemps été syndicaliste. En 2017, il publie un essai intitulé Bienvenue Mustapha, 50 ans de politique migratoire social-démocrate. L'ouvrage deviendra la référence de la politique des sociodémocrates. Mathias Tesfaye, nous on a Louis Boyard quoi. Eux ils ont ça et nous on a Louis Boyard quoi. Pardon. Ah ce délire. L'ouvrage deviendra la référence de la politique des sociodémocrates. Mathias Tesfaye contribuera ainsi à partir de 2018 au programme du Parti social-démocrate en matière d'immigration intitulé Juste et humain. Ouh, petit éternuement, désolé. Ah. Dans son essai, l'auteur revient sur les demandes répétées des maires sociodémocrates des communes populaires de l'ouest de Copenhague en faveur d'une politique migratoire ferme durant les années 80. Et se plongeant dans les archives, Mathias Tesfaye démontre comment l'état-major du parti a tourné le dos à cette demande du terrain, rejoignant la position de la droite et du patronat, partisan du laisser-faire. Ce refus a entraîné la montée en puissance du Parti du peuple danois accueillant la frustration politique, donc le parti d'extrême droite, accueillant la politique des couches populaires. Les ouvriers et les employés ont fui une social-démocratie sourde à leurs demandes. Mathias Tesfaye estime donc que le contrôle strict des frontières et l'intégration des populations immigrées sont des fondements de la pensée social-démocrate danoise. Ils ont simplement été oubliés et modifiés au fil de l'histoire de cette famille politique. Ça va, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Ça, la famille politique. Le spin doctor de la leader social-démocratie, Mette Frederiksen, Martin Rosen, explique ainsi au Monde: selon moi, ce n'est pas un virage idéologique. Je le vois plutôt comme un retour aux sources, avec un parti social-démocrate qui se concentre sur le contrat social où droits et obligations doivent être équilibrés, où vous devez avoir une forme de réciprocité et où
Une cohésion sociale est nécessaire pour que le modèle fonctionne, ce qui est extrêmement difficile quand trop de gens ne travaillent pas. Mathias Tesfaye, Martin Rossen et l'ensemble de la jeune garde social-démocrate estiment que le renouveau de la social-démocratie ne passera que par l'écoute des frustrations des gens ordinaires et par le respect de leurs demandes politiques. Dans les échanges avec les sociodémocrates danois, le terme de gens ordinaires revient spontanément comme la cible électorale prioritaire de la gauche. On retrouve ce concept en France dans les écrits intellectuels de gauche comme Christophe Guilly ou Jean-Claude Michéa. Ah, j'ai pas trop lu Michéa, moi j'ai pas mal lu Gilly, et qui est excellent, excellent. D'ailleurs, l'autre conseiller de Mette Frederiksen, durant la reconstruction du parti, Henrik Sass Larsen, donne une analyse très proche de celle du philosophe montpelliérain. Ah, c'est un montpelliérain, putain, je savais pas. Quand vous dites à des ouvriers que vous allez vous battre pour qu'ils aient des toilettes transgenres, vous n'êtes plus pertinent auprès de vos électeurs de base. Ils jugent que la gauche européenne a été figée sur la thématique de l'immigration par la peur d'être taxée de raciste. Raciste. Lors du retour au pouvoir des sociodémocrates en juin 2019, Mathias Tesfaye intégrera naturellement le premier gouvernement de Mette Frederiksen en tant que ministre de l'immigration et de l'intégration. Putain, c'est ouf. Il met en œuvre des réformes extrêmement fermes, établies durant les années d'opposition. Il est ainsi l'artisan du renforcement de la loi anti-ghetto qui limite à 30% la part de résidents non occidentaux. Dans les quartiers ghetto frappés par les maux sociaux et les problèmes de sécurité, Il est ainsi l'artisan de renforcement de lois anti-ghetto qui limite à 30% la part de résidents non occidentaux dans les quartiers ghetto frappés par les maux sociaux et les problèmes de sécurité. Et il fait. Putain, c'est un Éthiopien qui a fait ça. C'est complètement fou, c'est trop bien. Il fait suspendre les titres de séjour de plusieurs centaines de réfugiés syriens, tout en renforçant drastiquement les conditions d'accès à la citoyenneté danoise. Enfin, il attire les critiques de plusieurs organisations internationales en mettant en place la sous-traitance de l'asile à des pays européens, comme le Rwanda. Mais c'est un truc de fou, c'est énorme. Alors, partie suivante, l'ambition, ça va prendre tout le truc en fait. L'ambition populaire dans la réforme des retraites corollaire de la fermeté migratoire. Le redressement opéré de la social-démocratie permet effectivement à Mette Frederiksen de revenir au pouvoir en juin 2019, avec le score honorable de 25,5% des voix. Le score est légèrement inférieur à celui du parti en 2015, mais les sociodémocrates réussissent la prouesse de faire refluer très fortement l'extrême droite pour la première fois depuis près de 30 ans. Le parti du peuple danois perd 12 points pour rassembler moins de 9% des voix. Ah ouais, quand même. Par ailleurs, conformément à son engagement de campagne, Mette Frederiksen compose un gouvernement minoritaire constitué uniquement de sociodémocrates, sans avoir à dépendre du centre-gauche libéral. Une première depuis presque une décennie. Comme nous l'avons vu, elle met en œuvre une politique migratoire extrêmement ferme aux côtés de Tesfaye, ministre de l'immigration et de l'intégration. Mais elle respecte scrupuleusement la doctrine établie dans l'opposition. Un contrôle strict des frontières doit permettre de conserver et de redéployer l'État-providence danois. Elle s'attelle donc à la mise en œuvre d'une autre promesse de campagne, la création d'un système de retraite anticipé pour les carrières pénibles. Au Danemark, le régime universel des retraites est financé par les impôts. Depuis plusieurs années, le Folkepension, c'est marrant. Depuis plusieurs années, l'âge légal du départ à la retraite est indexé sur l'espérance de vie. Il est aujourd'hui de 67 ans et sera porté à 69 ans en 2035. Putain. Waouh. Le Folkepension est étayé par un régime complémentaire basé sur les cotisations patronales et salariales. En 2016, les retraités danois cumulaient un taux de pauvreté de 8%, inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE, mais supérieur à celui de la France. Mette Frederiksen a fait campagne en faveur d'un système de retraite anticipée. Elle propose donc de taxer le secteur financier, notamment les banques et les fonds de pension à hauteur de 400 millions d'euros pour financer les pré-retraites. Ce dispositif permettrait ainsi à 38 000 personnes ayant exercé un métier difficile de partir à la retraite à 61 ans, au lieu de 67 ans. L'entrée en vigueur de la réforme est prévue pour 2023. Certes, le gouvernement social-démocrate danois ne revient pas sur la réforme paramétrique en maintenant l'indexation de l'âge légal de départ à la retraite sur l'espérance de vie, mais l'équipe de Mette Frederiksen redéploie à travers cette réforme l'État-providence en direction des catégories les plus populaires du pays, notamment les ouvriers ayant connu des carrières éreintantes. Les sociodémocrates souhaitent démontrer que la gauche peut encore être ambitieuse sur le plan social en direction des gens ordinaires. Cette politique de gauche basée sur une ambition sociale et une intransigeance régalienne continue de produire des résultats électoraux.
Aux dernières élections législatives de novembre 2022, le Parti social-démocrate progresse de près de 2 points, à 27,5% des voix. L'extrême droite du Parti du peuple danois reste cantonnée à moins de 9%. On aurait pu penser que les critiques internationales contre la politique migratoire danoise auraient renforcé la dissidence et donc la percée des alliés de gauche du Parti social-démocrate, notamment l'Alliance rouge-verte, l'Alliance pastèque quoi, ou le Parti populaire socialiste. Malgré quelques... Attends, je vais boire un coup parce que là... Malgré, il est où? Malgré quelques oppositions dans la presse durant le mandat, on note que l'hégémonie à gauche du Parti social-démocrate maintient une solidarité tacite de ses alliés de gauche. Il continue à fédérer un électorat urbain gentrifié et libéral sur le plan régalien, tout en préférant l'alliance avec des sociaux-démocrates attachés aux gens ordinaires. Il juge en effet qu'une scission du bloc de gauche profiterait à l'extrême droite, moins ambitieuse socialement et plus brutale dans la gestion de l'immigration. Le résultat de Mette Frederiksen est donc d'autant plus impressionnant après l'usure de 3 ans de pouvoir marquée par la gestion d'une pandémie et l'affaire de l'abattage illégal des élevages de visons. Elle fait aujourd'hui le choix d'une grande coalition avec la droite malgré sa victoire législative et sa capacité à former un gouvernement social-démocrate. Ce choix stratégique ne peut être interprété comme l'aboutissement de la rénovation idéologique engagée en 2016. Il résulte d'un contexte spécifique de crise économique et internationale qui impose aux yeux de la Première ministre une gestion transpartisane sous forme de grande alliance. C'est ouf. Donc conclusion, je crois... Ah non, on n'est pas encore à la conclusion, mais quel enseignement du renouveau de la social-démocratie danoise pour la France? Pour la France, la France. France, mais laquelle? Celle de Macronus Fistus. À gauche, en France, nous ne sommes pas des sociodémocraties nordiques, c'est une évidence. Nos cultures politiques divergent fortement et nous ne pouvons répliquer ce modèle. Néanmoins, le cas danois nous invite à nous poser quelques questions sur la pertinence de nos propositions en matière d'immigration. Si la conquête électorale de la France périphérique est populaire et l'objectif, la gauche française dispose d'un programme extrêmement lacunaire sur l'immigration. Ça n'existe pas, quoi. Rappelons que 5% des ouvriers et des employés estiment que la lutte contre l'immigration clandestine est un thème prioritaire pour les mois à venir. Donc en fait, les 55% du début, c'est juste ouvriers et employés. Globalement, en fait, c'est beaucoup plus que ça, hein, parce qu'ils ont mis 55%, moi j'étais plus à 70%. Hein. La lutte contre l'immigration, 90% renvoyer tous ceux qui ont une OQTF, ben voilà, tout ça, c'est l'explosion, quoi, à ce niveau-là. Le Rassemblement national prospère précisément sur les silences et les faiblesses coupables de la gauche sur le sujet. La perte d'influence de la gauche dans les sous-préfectures françaises illustre parfaitement ce mouvement électoral. Si nous voulons sortir de cette tétanie programmatique, sommes-nous dès lors condamnés à courir après le programme de la droite ou de l'extrême droite? La réponse est fermement négative, là encore c'est une évidence, alors que faire? La principale réussite des sociodémocrates danois est d'avoir entamé une introspection sincère dans les archives de leur famille politique. Les déclarations des maires sociodémocrates de l'ouest de Copenhague dans les années 1980 pour comprendre la position historique de la gauche danoise en matière d'immigration. Ils ont réussi à cette occasion à faire coïncider une volonté politique de fermeté régalienne et les valeurs traditionnelles et sociales de la gauche pour que la greffe idéologique puisse s'enraciner. Ah, le petit clin d'œil avec le début, quoi. C'est vrai. En fait, j'allais dire. Bon, attends, je vais finir d'abord, avant de faire ma remarque. Si nous devions opérer le même exercice en France, nous avons la possibilité de nous tourner vers une tradition politique originelle de gauche. La conception révolutionnaire de la citoyenneté constitue une approche intéressante. Saint-Just disait en effet celui-là seul a des droits dans notre patrie qui a coopéré à l'affranchir. Bah oui, mais il n'y a personne. Bon. Nous sommes une nation citoyenne. Nous devenons français non par la naissance, non par le sang, non par seulement le sol, mais par le patriotisme, par notre engagement en faveur de l'idéal français, de l'émancipation du pays sur un plan économique, moral ou politique. Mais putain, mais ça, la gauche, elle dit jamais ça, hein, juste pour dire, mais... La nationalité ouvre des droits civiques et sociaux pour ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers la nation. Cette conception se retrouve dans la tradition communiste. Misak Manoukian devrait prochainement entrer au Panthéon avec sa femme Mélinée. Comme la plupart des FTP, moi, de la fiche rouge. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il n'est pas né citoyen français et a été étranger lors de son assassinat. Néanmoins, avec ses camarades, il a chéri ce pays, dont il ne possédait pas la nationalité, au point de sacrifier leur vie pour l'émanciper. Ces FTP, moi, sont... Ces FTP MOI, j'irai voir ce que c'est parce que je ne connais pas, sont par leur amour de la patrie des citoyens français. De fait. Les militants communistes ne s'y sont pas trompés en inscrivant en dessous de l'affiche rouge de l'occupant mort pour la France
Mort pour la France. Cette conception de la nationalité est sans doute trop philosophiquement pour constituer un programme. Clé en main pour un parti contemporain. Trop philosophique. Elle constitue néanmoins une piste de réflexion utile pour sortir la gauche de sa léthargie intellectuelle et politique sur le régalien. C'est probablement dans la restauration d'une tradition patriote et sociale que la gauche pourra se faire entendre à nouveau du sujet du pays au sujet de l'immigration. Tout reste à construire, tout reste à reconstruire dans cette direction. Désolé, la fin était un peu mal faite, mais bon. Oui, donc en fait, le gars, c'est une sorte de. Il a été. Le... Comment il s'appelle déjà là? Fayenne? Mathias Fayenne? Il dit 15 fois là. Mathias. Ah, j'ai perdu le nom là. Bon, c'est comme si, en fait, ouais, j'exagère un peu, mais c'est comme s'il y avait eu Zemmour qui était dans. Un Zemmour dans LFI, quoi. C'est un truc de fou. Sauf qu'il est taupin, donc il doit être un peu noir. Attends, on va aller voir qui c'est. Hein. C'est Danemark. C'est un truc comme ça. Non. Ouais, j'aurais dû. Mathias Test. Donc, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tesfaye. Ah, c'est ça, voilà. Bah, ouais. Non, il fait éthiopien. Voilà. Donc, mais en fait, il a un peu la même tête que Zemmour. Il y a eu un Zemmour à LFI, en fait, en gros. C'est énorme. Bon, c'est pas LFI parce que c'est pas les rouges, mais. De toute façon, LFI, c'est pas vraiment les rouges, c'est un mélange de plein de connards, là. Bon, bah, c'est énorme. Donc, après, il y a un énorme rapport aussi de la Fondapol. Donc, c'est Figaro, ça. J'ai préféré prendre la version de gauche parce que je voulais vraiment qu'on voit comment il regarde, comment ça s'apprête à, à appliquer le tournant. Donc vous avez voilà Libé, Thomas Legrand, bah, c'est le truc s'inquiète du succès du modèle danois, un mouvement idéologique hybride inquiétant entre la préservation de l'État social et une politique migratoire conservatrice. Progresse en Europe au point de passer pour une solution raisonnable.